Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et coucou la commu, me revoilà pour un nouvel épisode qui va être un peu dur pour moi à enregistrer parce que c'est un sujet assez touchy pour moi et assez honteux. Je voudrais parler des troubles du comportement alimentaire, donc boulimie, hyperphagie, tout ça. Et donc du coup forcément on va passer par les nombreuses années d'obésité que j'ai passées, c'est-à-dire 35 ans. J'ai 35 ans. voilà. Et tout ce que j'ai pu essayer de mettre en place et qui n'ont jamais marché. Du coup voilà, c'est un peu un plongeon dans mon intimité très profonde. Bref, passons. Du coup, pour resituer, depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir, sachant que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Collège, je m'en souviens pas. Lycée, j'ai quelques bribes, mais c'est vraiment des flashs et c'est vraiment très peu de souvenirs. Je suis fascinée par les gens qui ont des souvenirs très précis de leur école primaire, enfin qui sont capables de resituer, reconnaître, se rappeler le nom des gens, des profs. Enfin, moi clairement, pas du tout. Mais d'aussi loin que je m'en souvienne, c'est-à-dire, je crois que à l'école primaire déjà, quand j'avais 5-6 ans, j'étais déjà au régime. Voilà. Et quelque part, j'en veux un peu à ma famille, parce que quand je revois les photos aujourd'hui, j'étais pas ronde. J'étais juste une petite fille qui n'est pas entrée dans la puberté et qui a un peu des formes. Mais j'étais pas grosse en fait. J'avais un visage fin. Enfin, j'étais très bien. Et en grandissant, ça se serait fait tout seul. Sauf que à l'époque, et c'est toujours le cas, hein, enfin. Aujourd'hui, les médecins sont clairement grossophobes. C'est très rare des médecins pas grossophobes. Et j'aurais des anecdotes là-dessus. Mais à l'époque, c'était vraiment un enfant qui était en haut de la courbe de poids. Il fallait le mettre à la diète tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que je condamne, moi, parce que, à part créer de la frustration et créer des troubles chez l'enfant, c'est tout ce que ça fait. Un enfant ne va pas maigrir parce qu'il est à la diète, en fait. Un enfant va juste être frustré, va juste trouver ça injuste, va pas comprendre pourquoi lui il est puni et pas les autres. Parce que, par exemple, quand j'étais jeune, alors j'avais peut-être pas 5-6 ans, mais on va dire 10-11 ans, quand mes petits cousins, cousines, goûtaient, eux ils avaient le droit des gâteaux, et moi je devais manger une pomme parce que Marine est au régime. Et ça crée vraiment des traumas, en fait. On se rend pas compte, mais c'est vraiment compliqué à vivre. Sur le coup, on se rend pas compte. Enfin, sur le coup, on trouve ça injuste et tout. Bref, on condamne vraiment le truc. Moi, je me souviens, je me renfermais beaucoup parce que c'était vraiment très dur à vivre. Et ça m'a jamais aidé, qu'on se le dise bien. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, quand je vois les photos, que c'était encore plus injuste que ce que je croyais à l'époque. Parce que clairement, si à cette époque-là, ils m'avaient laissé tranquille, je n'aurais jamais créé l'hyperphagie que je fais aujourd'hui, je n'aurais jamais créé ce rapport à la nourriture qui est obsessionnel aujourd'hui. Et déjà, voilà, je voulais dire que s'il y a des parents qui m'écoutent un jour et que vos enfants sont un peu ronds, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À la limite, mieux vaut les envoyer voir un psy direct, un psy pour enfants, pour essayer de comprendre pourquoi il y a déjà de l'hyperphagie qui s'est créée alors que c'est un enfant, etc. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est pas juste on le met à la diète et ça va passer, non. Mettre un enfant à la diète, c'est créer des troubles, créer des problèmes qui n'existent pas. Alors sachant que l'hyperphagie ou les problèmes alimentaires sont juste une conséquence d'autre chose. S'il y a des problèmes alimentaires, c'est qu'il y a autre chose qui va pas. C'est pas un problème en soi, c'est juste une conséquence de problème. Et du coup, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner là, c'est ne prenez pas le problème à l'envers et commencez par le prendre à la source. C'est-à-dire, faites suivre votre enfant d'un point de vue psychologique. Que ce soit de l'hyperphagie ou de l'anorexie, enfin, tous les problèmes alimentaires ont une cause psychologique. Bref, maintenant que j'ai fait ça, en grandissant, j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai vu beaucoup de diététiciens, j'ai beaucoup. Et tout ce qui en ressortait à chaque fois, c'est « Je ne comprends pas, madame, vous vous alimentez très bien, je n'ai rien à redire à votre rythme alimentaire, mais je ne comprends pas pourquoi vous continuez de grossir. » Et ça, c'est le genre de phrase dans la tête de quelqu'un qui est gros, qui est persécuté au bahut, qui se prend des réflexions tout le temps, qui est exclu, enfin voilà.
faut se mettre dans la tête d'une enfant qui a pas d'amis, où tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est grosse, et que les diététiciens disent il n'y a pas de solution, madame, vous mangez bien. Voilà. Donc je vous laisse imaginer encore une fois à quel point on se sent seul dans ces cas-là. Tellement que du coup j'ai fini par faire. Après j'ai quand même toujours eu. Non, pas toujours, c'est pas vrai. J'ai commencé à faire des crises de boulimie sur les 20 ans. Et 20 ans, bah oui, non, j'avais fait le régime du camp avant. En fait, du coup, quand j'avais 19 ans, je crois, j'ai fait le régime du camp. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un régime hyper protéiné, mais vraiment hyper protéiné. C'est-à-dire qu'on ne mange que de la viande en phase d'attaque. Uniquement ça. Que de la protéine, zéro glucides, zéro légumes, zéro lipides, que de la viande. J'ai fait ce régime pendant 1 an. Je suis passée de 135 kilos à 70 kilos en l'espace de... Le plus gros, je l'ai perdu en 6-8 mois, mais j'ai continué pendant 1 an. Et en fait, moi, je peux être très déterminée si je vois que j'ai du résultat. Si je vois que le résultat arrive, qu'il arrive vite, je suis déterminée. Mais pour ça, il faut que ça soit drastique. Parce que par contre, je ne suis pas capable de peser ce que je mange. Ça pour moi, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas une histoire de peser ou ça, c'est une histoire que c'est trop fatigant. Déjà, je déteste cuisiner et ça me fatigue beaucoup de cuisiner. Mais si en plus il faut que je pèse tout ce que je mange, autant ne pas manger. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un de mes gros problèmes, c'est que je saute beaucoup de repas parce que j'ai la flemme de cuisiner. Et on en reviendra dessus, mais je crois que c'est un trait TDAH. On verra quand le bilan tombera, mais je crois vraiment que c'est un trait TDAH. Bref, passons. Que je ne savais pas à l'époque, mais du coup je suis en train de comprendre en apprenant plus sur ces troubles-là, mais si ce trouble-là est avéré chez moi, ben en fait je pense que c'est complètement dû à mon TDAH. Bref, du coup en fait ce qui se passe c'est que je vais sauter beaucoup de repas, et puis à bout d'un moment j'ai trop faim, mais j'ai la flemme de faire à manger, donc qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur une pizza, parce qu'il faut savoir, alors la pizza on en reparlera, parce que la pizza c'est complètement différent, on reparlera du symbole de la pizza chez moi. Bref, du coup, pendant le régime du camp, j'ai perdu un peu plus de 30 kilos. Du coup, je suis tombée à 70 kilos pour 1m70. Bref, tout va bien. Et là, évidemment, quand on perd beaucoup de poids comme ça, on fait de la dysmorphie, il me semble. C'est-à-dire que quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais toujours aussi grosse qu'avant. Du coup, est née la boulimie. Donc, la boulimie, c'est de l'hyperphagie suivie de tu mets les doigts dans la gorge et tu vomis. Voilà, donc j'étais capable d'avaler des quantités astronomiques, genre 2-3 paquets de gâteaux en l'espace de moins de 5 minutes, 10 minutes, allez. Et ensuite, ensuite tu mets les doigts et tu vomis. Voilà ce qui se passe. Et ça, je l'ai beaucoup fait jusqu'à ce que en fait, j'ai tellement mal à la gorge, j'ai tellement mal à la trachée, j'ai tellement mal de partout que j'arrivais même plus à boire de l'eau. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la solution. Du coup, j'ai arrêté de me faire vomir, mais l'hyperphagie n'a jamais arrêté en l'occurrence. Du coup, je vous laisse imaginer les conséquences de, tu as perdu 30 kilos en 6 mois, tu n'as mangé que de la protéine, et d'un coup tu fais de l'hyperphagie aux glucides, mais tu te fais pas vomir. Bon, bref, je fais pas de dessin. J'ai repris, bon, je vais aussi mettre le facteur, j'ai rencontré mon ex à ce moment-là, et mon ex m'a beaucoup invité au resto en phase de séduction, et du coup, j'avais pas la force de dire, c'est pas à ce moment-là, quand on vient de rencontrer quelqu'un, qu'on dit, surtout quand c'est le premier, vu que je venais de maigrir, c'est le premier mec qui s'intéresse sérieusement à moi. Je vous mets un peu dans le contexte, mais on parle d'une fille qui a vraiment pas confiance en elle, qui a toujours été moquée, tout ça. Finalement, on voit qu'on peut plaire, donc on s'accroche un peu à cette bouée de sauvetage. On se dit, waouh, je vais pas être seule toute ma vie. Voilà ce qui se passe. Donc, quand on nous invite au restaurant, on dit pas, non, en fait, je viens de finir un régime, je peux pas manger tout ça. Donc, on claque ses dents. Et on mange au resto, on mange à droite, on mange à gauche, et on reprend du poids. Voilà, on reprend beaucoup de poids, et j'ai pas tout repris. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le régime du camp, qui ont absolument repris tout ce qu'ils ont perdu. Moi, c'était pas mon cas. Je suis remontée à 115 kilos. Bon, ça met un coup au moral, parce que j'ai repris relativement vite. C'est fait chier, vraiment. Et du coup, là, je me suis dit, ok, j'ai plus de solution. Donc là, on est en 2013. Quand je rencontre mon ex, on est en 2013. Non, attends. Oui, c'est 2013. Et
Et en 2015, je me dis, vas-y, je vais faire de la chirurgie bariatrique, c'est trop dur. J'ai plus de solution, les diététiciens n'ont pas de solution pour moi, j'en peux plus d'être comme ça, je vais voir un chirurgien. Bon bah il s'avère que j'étais pas assez grosse, mon IMC était pas assez haut. Bah du coup, comme les médecins sont très malins, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai grossi, hein, j'ai fait exprès, bah évidemment. Du coup, j'ai fait exprès de prendre du poids et je me suis fait poser un anneau. Et ça a été un désastre. Putain, mon chat me mange les cheveux. Ça a été un désastre sans nom parce que bah malgré l'anneau, serré à fond, c'est-à-dire que il était serré à fond, c'est-à-dire que quand je buvais de l'eau, je vomissais parce que l'eau ne passait pas tellement il était serré. Je continuais de grossir, je continuais de prendre du poids. Et là, au lieu d'être écoutée par les médecins me disaient «Ah, mais c'est pas normal, vous devez manger beaucoup de danettes et de choses comme ça, très sucrées mais à moitié liquides, c'est pour ça que vous grossissez.» Faux. Je vous le dis, vous voyez bien que je vous mens pas depuis le début sur ce podcast, c'est faux. Quand j'ai fait poser mon anneau, j'étais vraiment dans une démarche sérieuse et je voulais qu'il y ait du résultat, sauf que malgré que je vomissais absolument tout ce que je buvais et mangeais, je continuais de grossir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un anneau, on en arrive à un stade où comme tout est douloureux quand on mange, tout peut ressortir, rien n'est facile, et puis il suffit qu'on soit stressé, c'est pire. Je ne mangeais plus en public, parce que j'avais une chance sur deux d'aller vomir. Enfin non, pas une chance sur deux, il y a 90% de chance d'aller vomir. Et du coup, ben, j'en étais venue à ne quasiment plus jamais manger, à part toute seule chez moi, et même là, c'était très difficile, je vomissais quasiment à chaque fois. Donc j'ai fini par le faire enlever, parce que souffrir pour grossir, bah ça sert à rien. Donc je suis repassée sur le billard, sachant qu'à chaque fois c'est une célio, donc une célioscopie, on a entre 5 et 6 points, ok, c'est 2-3 points de suture sur le ventre à 5-6 endroits différents, et ils utilisent pas les mêmes points pour le mettre et pour l'enlever. Donc en gros, aujourd'hui, mon ventre est un terrain de mine en fait, vraiment, c'est un terrain miné, les cicatrices sont vraiment pas jolies, donc j'ai quand même des séquelles de toute cette période. Et voilà, donc j'ai fait enlever mon anneau. Derrière, j'ai déclenché des énormes problèmes de dos. Donc évidemment, donc là on retombe sur des médecins grossophobes, hein, qui disent ah bah c'est normal que vous ayez des problèmes de dos, vous êtes obèse, en obésité morbide, madame. Voilà. Donc un médecin, deux médecins, donc vas-y on blinde d'antidouleurs, de codéine, de machin. C'est-à-dire que j'avais tellement mal au dos que je ne pouvais même pas aller aux toilettes toute seule. Hein. C'était voilà. Et puis finalement, un jour, je tombe sur un autre médecin qui n'est pas du tout grossophobe, ou peut-être, enfin en tout cas, il décide de me faire passer des radios. C'est quand même bien quand il y a des gros problèmes de dos comme ça, récurrents. Et en fait, sur les radios, ils se rendent compte que j'ai une spondylolisthésis congénitale, donc c'est-à-dire que je suis née avec et que ce n'est pas du fait de mon poids, à deux vertèbres différentes, donc L4, L5 et L5, S1. Donc une spondylolisthésis, en gros, c'est j'ai deux vertèbres qui ne sont pas attachées au reste de la colonne vertébrale. Elles sont tenues uniquement par les muscles autour du dos et par les disques intervertébraux, etc. Mais du coup, à l'époque, je ne faisais pas du tout de sport. Il faut bien se le dire, je détestais le sport, j'étais allergique au sport. Alors oui et non, parce que j'ai toujours fait du cheval, et on reviendra sur ce sujet-là aussi, dans ce podcast-là, hein, sur le poids et la gestion du poids. Et du coup, bah là, il m'a conseillé, bah là, je suis partie sur des séances de kiné, etc., etc. Et du coup, bah, il y a eu du mieux. Suite à ça, j'ai décidé de, non, là, on arrive aux périodes Covid. un tout petit peu avant le Covid. Une période Covid. Non, pas du tout période Covid. Un peu avant le Covid. Ouais. C'était quoi, 2020 le Covid? Bon, bref, on pousse à 2020. Je décide de m'inscrire, donc je travaille dans un magasin qui est juste à côté d'une salle de CrossFit et je vais me renseigner et tout. La nana me vend un peu du rêve en me disant ici on a, au contraire, le CrossFit c'est un sport santé, ta. Bon, j'ai un autre avis sur le CrossFit aujourd'hui, mais c'est encore un autre sujet. Et je décide de m'inscrire au CrossFit. Grâce au CrossFit, je perds du poids. Vraiment, je perds vraiment beaucoup de poids. J'ai oublié un autre truc avant. Avant cet épisode CrossFit, j'avais décidé avec ma mère, on s'était inscrit en salle de sport commerciale et on allait faire du sport toutes les deux en machine, du sport guidé mais sans coach ni rien. Bon, on a eu des résultats, mais voilà, des résultats
bébés résultats, quoi. Mais bon, c'était toujours ça de prix, c'était un premier pied à l'étrier, et bah ça nous faisait un moment de partage assez cool. Donc honnêtement, je regrette pas du tout, c'était chouette. Et donc du coup, bref, je reviens au CrossFit, donc j'ai perdu pas mal de poids. J'ai commencé à perdre du poids et du coup j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Et pourquoi je parle de tout ça en fait? Oui. Et ça aussi c'est un trait TDAH, mais on verra quand le bilan sera tombé parce que je vais pas vous mentir, mais je commence à stresser que le bilan soit pas positif ou parce que je me dis est-ce que je vais pas être une imposteur ou bref, ça me fait peur. Passons. Donc je me mets au CrossFit, je perds du poids, je reprends confiance en moi et là je change de boulot. Et là je refais une grosse crise de spondylolisthésis, oui. Je refais une énorme crise, mais à tel point que là les médecins pensaient que je ne remarcherais jamais. Les médecins m'ont alité pendant presque un mois et les médecins ont vraiment pensé que je ne remarcherais pas toute seule. Donc j'étais en béquille et même en béquille, mon ex devait me tenir, il me portait à moitié. C'était horrible. Et du coup c'est là que j'ai perdu mon travail parce que j'étais vendeuse de croquettes dans une animalerie qui ne vend pas d'animaux et on a des sacs de croquettes très lourds et la médecine du travail a décrété que je ne pouvais plus porter de sacs de plus de 10 kilos. Lol, quand on voit le sport que je fais aujourd'hui. Bref. Et du coup, j'ai perdu mon job et j'ai continué le CrossFit qui m'a fait énormément de bien au dos. Mais vraiment, ça a été le jour et la nuit. J'ai plus mal au dos. Sachant que la spondylolisthésie, à partir de ma première crise, je ne pouvais pas dormir plus de 30 minutes d'affilée sans être réveillée par un mal de dos atroce où il fallait que je me tourne, il fallait que je me mette dans une autre position et en fait chaque position me tenait 30 minutes et ensuite j'étais dans la douleur. Donc c'était vraiment la spondylo au quotidien quand on fait pas de sport, c'est vraiment quelque chose de très handicapant. Maintenant, quand on fait du sport, on a surtout moi. Ok, je suis encore aujourd'hui très grasse, mais j'ai des muscles profonds, des muscles de gainage, que ce soit abdominaux ou dorsaux, qui sont très puissants. Et j'ai un très 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 bon gainage et parce que je l'ai travaillé très dur. Mais c'est vital. En fait, si j'ai pas un très bon gainage, d'ailleurs, si je fais pas de sport pendant 3 semaines, un mois, j'ai mal au dos. Ça revient parce que, on sait, les muscles, c'est plus facile à perdre qu'à prendre, n'est-ce pas? Donc bref, je m'égare encore. Du coup, je me mets au CrossFit, mon dos va mieux, je trouve un nouveau job, et un job dans le bâtiment, enfin dans le BTP, enfin en gros, on va dire dans le travaux public. Et un job où il y a beaucoup d'hommes. Et là, en fait, je me rends compte que je peux plaire, que même si je suis encore, j'avais perdu du poids, mais j'étais encore assez ronde, que je plais, que je peux être sexy malgré mon poids, que je peux me trouver des tenues à mon avantage, etc. Et du coup, ma relation avec mon ex se termine, évidemment. Et peu de temps après, je vais rencontrer Mathieu, donc avec qui je suis aujourd'hui. Et du coup, on s'est mis au strongman, etc., etc. Bref, tout ça pour venir que la suite de l'histoire, vous la connaissez peut-être pas, mais je vous la raconterai un autre jour. Ça n'a pas de rapport avec le sujet du jour. Aujourd'hui, même si je suis heureuse dans ma vie, enfin, disons que je ne suis pas heureuse dans ma vie. En ce moment, je suis un peu en dépression, mais globalement, je suis heureuse dans ma vie parce que ma vie, c'est exactement tout ce que j'ai voulu. Je suis avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. J'ai la chance d'être en couple avec mon meilleur ami, mon confident, celui qui me fait le plus rire au monde. Enfin voilà, j'ai cette chance-là. J'ai ma maison avec mes animaux dans mon jardin. Ça, c'est la vie que j'ai toujours voulu. J'ai la vie que j'ai toujours voulu. Mais pour autant, je continue de faire de l'hyperphagie. Et beaucoup. Par exemple, là, en fait, j'ai décidé de faire ce podcast parce que à l'instant où j'enregistre, j'ai hyper mal au ventre parce que j'ai beaucoup trop mangé. Je me suis goinfrée. Je ne fais que manger. Et aujourd'hui, j'ai envie de manger tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai pris ma voiture. Je suis allée, sous prétexte d'aller acheter du Coca Zéro, parce que le Coca Zéro, c'est un peu mon arme anti-grignotage. Sous prétexte d'aller racheter du Coca Zéro, je suis allée à Super U, mais j'ai pas acheté que ça. C'est-à-dire qu'à Super U, j'ai acheté du flan pâtissier parce que c'est mon péché mignon. Du flan pâtissier, donc 2 barres, parce qu'elles se vendent par 2. J'ai acheté des Suisses, donc les Suisses, c'est les pâtisseries, là. Espèce de feuilleté où dedans il y a de la crème pâtissière avec des pépites de chocolat. J'ai acheté des Suisses. Et j'ai mangé les 2 parts de flan et 2 Suisses. Voilà, sachant qu'à midi, j'ai encore mangé une pizza. Ah oui, on va en revenir sur le sujet de la pizza.
Pizza maison, mais ça reste une pizza. Hier soir c'était une pizza. Je crois qu'avant-hier soir c'était encore une pizza. Bref, je mange trop. Je mange trop. Ensuite je me regarde dans le miroir et je me dis putain tu te dégoûtes. Franchement t'es dégueulasse. T'es qu'une grosse merde. Pourquoi tu fais ça? Bref, je n'y arrive pas. J'arrive pas à arrêter de faire ça. C'est très compliqué, sachant que je suis chez moi tout le temps. Je suis en télétravail, donc je suis chez moi H24 tout le temps, 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 tout le temps. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, surtout qu'à chaque fois que je décide de me reprendre en main, que je décide bah allez, c'est parti, bah j'arrête de grignoter, je mange bien, j'élimine complètement les glucides parce que moi c'est ma seule solution. Je vous ai dit il me faut des trucs radicaux. J'élimine complètement les glucides et tout, et en fait j'ai pas de résultat. Et du coup bah comme j'ai pas de résultat, bah au bout de 15 jours je baisse les bras. Voilà, c'est le cycle de ma vie. Mais un jour j'y arriverai. Je le sais qu'un jour j'y arriverai. Et je vais pas vous mentir, j'ai vraiment l'impression, enfin j'espère, en fait je mets beaucoup d'espoir dans ce bilan TSA, TDAH, etc. parce que j'espère derrière avoir des solutions, avoir des réponses, avoir de l'aide pour pouvoir gérer cette hyperphagie, gérer ces troubles du comportement alimentaire que j'ai depuis l'enfance. Et du coup, j'espère que ça sera plus facile pour moi de perdre du poids quand j'aurai des réponses et que je pourrai comprendre comment fonctionne mon cerveau et que j'aurai plus besoin d'alimentation doudou. Et en parlant d'alimentation doudou, nous allons revenir sur la pizza. Du coup, la pizza, pour moi, ce n'est pas que une pizza. Je fais très bien la différence entre j'ai envie d'une pizza parce que j'ai la flemme de cuisiner et j'ai besoin d'une pizza parce que émotionnellement, j'ai besoin de ça pour faire redescendre le curseur émotionnel dans une zone normale. C'est-à-dire, imaginons que j'ai une surcharge de déclencheur et que je fasse une crise, une grosse crise, larmes, je peux plus respirer, je tape, enfin je tape un peu partout, je suis agitée, tout ça. Dans ces moments-là, j'ai besoin d'une pizza pour que le curseur redescende. Si je n'ai pas cette pizza, parce que j'essaye de contenir, parce que c'est pas bien, il faut pas manger de pizza, t'es déjà assez grosse, blablabla, eh ben, je ne mange plus rien jusqu'à ce que j'aie une pizza. Voilà. Et là, c'est le besoin de pizza est supérieur à tout le reste. C'est-à-dire que c'est un besoin vital. Vraiment, là, on rentre dans le domaine de c'est un besoin vital, psychologiquement vital pour moi d'avoir une pizza pour refaire descendre ce curseur. Je ne peux pas l'expliquer. C'est pas très cool pour moi. C'est pas très cool pour mon entourage non plus, mais c'est comme ça. Et je suis beaucoup jugée. Alors Mathieu me juge pas, mais autour de moi par contre, ça peut arriver qu'on me juge par rapport à ces pizzas, parce que vraiment c'est obsessionnel chez moi. Mais voilà, j'espère que ceux qui écouteront arriveront un peu mieux à comprendre pourquoi des fois la pizza c'est nécessaire. Vraiment, des fois c'est nécessaire dans ma vie, et je ne suis pas capable de manger autre chose si j'ai besoin de ça. Petit aparté avant de clôturer cet épisode, je me rends compte en voulant planifier l'épisode pour la semaine prochaine que j'ai oublié de vous parler d'une anecdote avec un médecin. C'était assez lunaire, donc je pense que ça vaut le coup d'être partagé avec vous au cas où il y a des jeunes ou des gens qui ont peut-être moins de barrières que moi. La dernière gynéco que j'ai vue, c'était l'année dernière, parce que je suis un peu dans un désert médical ici et les gynécologues n'échappent pas à ça. Les avis sur Google sont excellents et tout. Je me dis bon bah go, j'arrive à avoir un rendez-vous classique, hein, le rendez-vous annuel gynécologique de contrôle, le frottis, on palpe les seins, bref, rien de plus quoi, vraiment pour contrôler que tout va bien. Donc, bon bah s'il y a des hommes qui écoutent, voilà, vous savez pas comment ça se passe le gynéco, mais en gros on est assis sur un truc, les pattes en l'air, et on se fait mettre des doigts pour voir si tout va bien. Donc elle fait ça, et puis elle me dit est-ce que vous prenez un contraceptif? Donc je lui dis bah non. Elle me dit depuis combien de temps? Je lui dis ah bah ça fait plusieurs années maintenant, mais voilà. Ah bon, vous avez un projet d'avoir des enfants? Je lui dis bah si ça doit arriver ça arrivera, si ça arrive pas ça arrive pas, enfin voilà, c'est pas un projet de vie. Maintenant si ça doit arriver, ben on sera content quand même. Elle me dit d'accord parce que avec votre IMC si haut que vous êtes en obésité morbide, vous aurez jamais d'enfant.
Bah ok, mais en fait, c'est pas le sujet de la consultation, madame. Elle me dit, puis en plus, si vous souhaitez prendre un parcours PMA, bah ça sera rejeté, hein, parce qu'avec votre IMC, aucun parcours PMA vous sera validé parce que bah vous êtes trop à risque, enfin c'est trop une comorbidité, l'obésité, et vous serez pas accepté en PMA. Et en fait, moi sur le coup, je n'ai pas été si choquée que ça. Enfin, ça m'a saoulée, mais parce que c'est pas le sujet, parce que dans tous les cas, quand bien même je n'irai pas en PMA, ça c'est moi et moi. Mais voilà, moi je sais que c'est un parcours que je ne ferai pas. Mais en plus, c'est pas le sujet. Je ne suis pas là pour ça. Et il y a des façons de dire les choses. Et au-delà de ça, je trouve que être encore dans la confiance de l'IMC en 2025, c'est grave. C'est très très grave de se fier à l'IMC. Rien n'est plus stupide que l'IMC. L'IMC, c'est quoi? C'est un indice de poids par rapport à la taille. Mais en fait, ça prend pas du tout en compte le taux de masse grasse et le taux musculaire. Nous, on fait des sports où on a besoin d'avoir une grosse masse musculaire pour pouvoir lever très lourd. Donc on est forcément très lourd parce que le muscle, ça pèse lourd. Donc on est volumineux et lourd. Mais ok, je dis pas, je suis grasse, j'ai beaucoup de gras, c'est un fait. Mais en fait, l'IMC est quand même pas adapté pour les sportifs. Et ça, dans le corps médical, ils veulent pas le comprendre. Alors que moi, je suis désolée, cette médecin, elle avait peut-être un IMC de meuf maigre, mais en l'occurrence, je suis plus musclée qu'elle et j'ai certainement une harmonie corporelle qui est plus équilibrée que la sienne. Et pour finir avec ce rendez-vous, parce que c'est pas tout, elle me prescrit une prise de sang et je lui demande en même temps un dosage d'hormones pour voir, pour essayer de comprendre pourquoi je perds pas de poids. Puisque je me dis, bah tant qu'à faire, autant le mettre tout sur la même ordonnance, quoi. Et là, elle me répond, attention, accrochez-vous bien, elle me répond, ah non, mais de toute façon, les déséquilibres hormonaux, c'est une lubie que les gros ont inventée pour se donner bonne conscience d'être gros. Ah ouais. Et là, je me suis dit, ok, on en est là, très bien, je reviendrai jamais. Donc, je me suis barrée. J'ai fait ma prise de sang, mais j'ai refusé que les résultats lui soient envoyés. Et j'y suis jamais retournée. Sauf que j'ai parlé de ça à un médecin, une remplaçante de ma médecin traitant. J'ai parlé de ça à la médecine du travail parce que mine de rien, j'ai trouvé que c'était pas hyper normal parce que je suis tombée derrière sur des médecins qui étaient assez intelligents pour comprendre que dans mon sport, j'avais besoin d'être massive et qui ne m'ont pas du tout critiqué par rapport à mon état, par rapport à mon poids, par rapport à mon IMC, et ils ont été assez intelligents pour me demander, vous savez ce que vous faites, c'est par rapport à votre sport? Oui, madame. Et en fait, ça m'a fait du bien de comprendre, de tomber sur quelqu'un qui comprend, que du coup, bah, je leur en ai parlé. Et les deux m'ont dit de porter plainte sur l'ordre des médecins parce que peut-être que derrière, cette gynéco tomberait peut-être sur une gamine de 18 ans, 19 ans, qui aurait pas l'aplomb comme moi pour passer à autre chose rapidement. Et du coup, bah peut-être que ça allait illuminer le moral et peut-être que ça allait tomber quelqu'un en dépression, peut-être même la pousser au suicide, et que bah c'était pas normal de tomber en 2025 sur des médecins comme ça. Voilà. Donc je voulais raconter cet épisode, de ma vie parce que je trouve que c'est important et que leur conseil de porter plainte sur l'ordre des médecins est vraiment valable. Ce genre de maltraitance psychologique des médecins, c'est pas rare. Et je pense qu'on est trop nombreux à pas oser en parler, à pas oser porter plainte sur l'ordre des médecins, à pas oser taper du poing et dire que c'est pas normal et faire en sorte que ça change. On se plaint souvent des médecins, mais on fait rien pour que ça change. Et si jamais vous avez été victime de choses comme ça, n'hésitez pas vous aussi à taper sur Google ordre des médecins, à chercher votre médecin et faire un témoignage dessus. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais rajouter sur cet épisode. Et bah du coup, je rends le micro à l'épisode original. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'avoue, je pensais pas avoir autant de choses à dire sur le sujet. Mais c'était un sujet assez vaste. Et j'ai hyper mal au ventre. Mais bon, quelque part, c'est comment dire, ça m'a fait du bien d'enregistrer cet épisode.
Bah, ça serait bien que du coup ça m'aide à avancer sur le sujet. Ça serait plutôt cool. Mais bref, du coup, sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt.